Bonjour, Ophélia, Steph. On est encore juste trois aujourd'hui. Oui. Roselyne est encore à... Ou peut-être qu'elle revient, mais en tout cas, elle est à Rudolph, en Finlande, présentement. Exact. Avec Michael Kingsbury, notamment. On va pas trop l'agacer quand elle revient, mais Roselyne, c'est comme si, dernièrement, quand elle court, elle va voir un athlète, ben, il se passe quelque chose. Elle était avec Molly Carson cet été en Italie, puis c'est la fois qu'elle s'est plantée. Puis là, elle est avec Michael, blessé, qui n'a pas coursé. Mais elle va être de retour la semaine prochaine. Steph, d'autres souliers, une autre couleur? Oui, absolument. On est plus dans le soulier de ville aujourd'hui, avec la température très On est dans neigeuse. le rose et dans le brillant et le fleuri aujourd'hui. Là, t'es allé ailleurs. Oui, exact. Là, les gens pensent que t'es une multimillionnaire puis que t'as 3 pièces dans ta maison avec des souliers. Non, c'est qu'elle a 3 chandails, 3 pantalons, mais elle a comme 150 paires de souliers. C'est ça. On fait des choix dans la vie. Hey, un choix. Notre communauté, les gens qui nous suivent, changement de ligne, mais ça augmente à chaque fois. Merci, j'aime ça. J'étais à la Place Belle en fin de semaine, notamment avec Steph et Petit Logan, le mini Steph, incroyable, mon préféré. Merci aux gens qui m'arrêtent et qui me parlent de ma valise. Mais j'aimerais qu'on arrête d'en parler, s'il vous plaît. Là, Christine dit que ça suffit. Oui. Elle est plus capable. Non, mais tu sais, je trouve ça cute, je trouve ça drôle. Ça veut dire que les gens nous suivent. Mais je veux dire, je vais au hockey de mes enfants, puis on me parle de ma valise. Je me prenais à la Place Belle. Puis, t'as-tu retrouvé ta valise? Tu fais ton lavage. Mais arrête d'oublier tes affaires. Fait que là, mais l'affaire, c'est que on me dit que c'est... On l'annonce plus en nom. Regardez, je vais vous dire, je la mets 203 parce qu'il y avait eu une première fois l'année dernière. Je m'étais rendue je pense que c'est au New Jersey pour un match et j'avais laissé la housse de veston dans ma voiture ici dans le stationnement de Radio-Canada. Donc, j'ai essayé de trouver proche de l'aréna du Prudential Center au New Jersey. Si vous êtes déjà allé là, il se passe pas grand-chose. Hein? Non. Fait que j'ai essayé de trouver un veston le matin même, ça s'est pas passé. Donc, je suis allée à la télé de Radio-Canada avec un T-shirt et des bijoux. Mais le problème, j'ai trouvé, c'est quoi? C'est que c'est quand je voyage... C'est toi le problème? Oui. En partant, c'est moi. Il y a un dénominateur commun quand même. Mais c'est quand je voyage en voiture. Tu sais, quand je pars en avion, là, on a un carry-on, puis on doit se limiter, évidemment. Oui. Mais quand je pars en voiture, je prends pas de décision avant de partir. Je fais juste tout apporter. 12 sacs. Puis là, finalement, j'en oublie un en chemin. Donc là, mon point, c'est que je vais voyager comme si j'étais en avion, peu importe le moyen de transport. Bon. Et c'est un bon plan. Restez à l'affût. Dans 10 épisodes, Christine va encore avoir oublié quelque chose malgré ce qu'elle vient de dire. Mais là, les gens aussi nous écrivent. On est sur le cas, là. OK, on change de sujet. Les gens nous écrivent, posent des questions. Ophélia, les gens ont des commentaires sur notre décor. Oui, bien là, il y a... Je vais vous dire, il y a FL Savard. Oui. Qui... François-Louis Savard. FL, c'est peut-être Félix Ludovic. Félix Ludovic, peut-être. Peut-être. Qui nous dit, puis j'ai ajouté une suggestion. Je sais que vous débutez et ce que je vais suggérer, c'est peut-être dans vos plans, un arrière-décor avec des posters des filles, des différentes équipes, une lignée de jerseys des équipes féminines juniors universitaires LPHF international. Merci, merci FL. pour les suggestions. Sachez, si vous n'êtes pas satisfait du décor, c'est en bon français un work in progress. Oui, là, non, mais on le sait. Là, un GoFundMe serait pas pire. François-Louis, François-Louis, oui. On prend ta carte de crédit maintenant. Mais tu sais, vous savez, nous, on a décidé d'y aller pour la crédibilité et le contenu et non pour le contenant. C'est ça. Tu sais, mettons, tu as un super beau contenant. Mettons qu'on avait un décor incroyable, mais on était... Mais le propos était vide. Exact. Tu sais, nous, il faut faire des choix en même temps. Puis, pour l'instant, on a des jerseys. Merci à Stéphanie. Mais je pense que FL a peut-être touché une corde sensible de notre réalisateur Jacques-Alexis parce qu'il faut dire qu'il vient de passer genre 25 minutes à replacer les chandails derrière nous pour s'assurer qu'ils soient bien placés. Donc, j'espère que cette semaine, ça va être à la hauteur de tes attentes, François-Louis. Et on fait de l'audio aussi. Hein. On est sur audio. Donc, il y a des gens qui nous écoutent dans la voiture. Si vous êtes dans la voiture, je vous conseille de nous écouter en audio et non pas sur YouTube parce qu'on ne voudrait pas être responsable d'un accident. Donc, c'est ça. C'est un process, comme dirait Martin Saint-Louis. Hein, un processus, tranquillement, pas vite. Dans nos tests, au début, on avait un green screen derrière, OK? Oui. Et, pour vrai, je suis pas fière de moi parce que j'ai l'impression que je me mets pas en valeur, mais on avait une consigne lors de ce test-là. Et c'était quoi, Christine? De ne pas mettre de verre. Et moi, le matin... Qu'est-ce que Christine innocente me dit, hey, j'ai des yeux verts, ça serait beau un beau chandail vert. Je suis arrivée, fait que là, j'étais comme floue dans le décor. Fait que t'avais la face verte aussi. J'avais la face verte aussi. Fait qu'on a opté pour un rideau noir finalement. Donc si vous serez Monsieur Lessard, a mis un chandail noir. C'est ça. Hey, je suis une mère
Donc, j'ai plus de place dans mon cerveau. Voilà. OK. C'est très beau ce que tu portes, moi. Mais moi, je suis crédible, n'est-ce pas? Mhm. Donc, c'est ça. Écoute, le décor, ben, on va améliorer ça. Puis, éventuellement, je pense que quelqu'un nous a demandé aussi, est-ce qu'un jour, vous allez avoir des invités? Oui, C'est dans c'est les plans. CFL aussi qui nous l'a demandé. C'est lui, mon Oui, il y a Dieu, plein d'idées pour le balado. ben il, oui, devrait, merci. Ben, on apprécie. il devrait être à nos réunions de prod, lui. on va t'inviter, mais si tu as des commentaires sur le contenu, on est à l'écoute aussi. Mais oui, un moment donné, on va avoir des invités, puis un moment donné, on va faire ça au Centre Bell devant 21 000 personnes, Stade olympique, puis le Cap Nou à Barcelone. C'est bon? Oh, OK. Rien de moins. On a quand T'as même des une idées de grandeur. gradation. Oui, C'est on a ça. une gradation intéressante. Jacques Alexis dit calme-toi, une étape à la fois. Fait que là, on part. Épisode quoi? 5. 5. Donc, assez parlé de mode et de décor. Aujourd'hui, évidemment, on va quand même parler de la victoire de la LPHF. Il y a aussi une série de la rivalité. Présentement, on est en pause encore une fois. Donc, on parle de la série de la rivalité. Puis nous, on s'est donné comme devoir aussi d'aller des fois au-delà de la LPHF, mais parler un peu de sujets de société qui touchent le sport féminin, le hockey féminin. Donc, une grosse controverse liée au deck hockey, au hockey bat. Donc, on va vous parler aussi de ça en fin d'épisode. Et parlons de la victoire. Il y a finalement eu une autre game, un autre match, après 12 jours de pause. Oui. J'ai 12 jours. Corey Chevrier a dit, ouais, on n'arrêtait pas les journalistes de nous parler du fait, la pause. Est-ce que. Ouais, c'est qu'on n'a rien à dire pendant ce Je veux temps-là. dire, je veux dire, on allait à l'entraînement, on n'avait comme pas de contenu, là. Fait que, 2 matchs, 12 jours de pause, c'est un vivement ratio. des matchs, vivement des matchs de hockey. Exact. Donc, match au Centre Bell que j'ai eu la chance de à regarder la avec... Place Belle. J'ai dit quoi? Place Centre Bell. Bell. Mais c'est parce que je me Le prépare. Centre Bell s'en vient. S'en vient sur Exact. nos ondes, justement. Donc, Oui. match le week-end dernier à la Place Belle que j'ai regardé avec Steph sur la galerie de presse. Un match, tu sais, c'est un beau match, une victoire, mais en même temps, moi, il fallait que j'écrive une analyse, puis j'étais là après 2 périodes, puis j'étais comme, OK, Montréal mène, mais je sais comme pas quoi analyser dans le sens où il n'y a pas... c'est pas comme le match précédent où Abby Rock est arrivée puis elle a été la star ou tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu une controverse immense. Mais en même temps, je me dis, pour les dirigeants de la victoire de Montréal, les dirigeants, ben, c'est quand même positif. Oui. Il n'y a personne qui a mal fait. Il y a eu un but d'une défenseuse. Ton avantage numérique a fonctionné. Ton désavantage numérique a fonctionné. Anne-Renée Desbiens a été sensationnelle quand c'était le temps. Tu sais, ce qui cliquait pas le premier match à Boston, j'ai l'impression que les 12 jours, finalement, ont peut-être été super bénéfiques au niveau de l'entraînement. Là. Bien, c'est vrai que des fois, les matchs qu'on apprécie le plus en tant qu'entraîneur, c'est des fois des matchs qui sont, je vais dire, un peu plus plates, dans le sens que on veut... tu sais, quand c'est trop excitant, des fois, c'est parce qu'il y a trop de situations qu'on ferme les yeux et on se dit « Oh my God, qu'est-ce qui vient d'arriver? » Donc, je pense que c'était ce genre de match-là. Assurément que le coaching staff était content de cette performance-là. Honnêtement, Toronto, semblait un peu flat. Hein? On en parlait. Bon, le match était tôt, midi, dimanche. C'est un horaire qui est... c'est un horaire qui est pas du tout habituel pour des athlètes de jouer à ces heures-là. Anne-Renée a dit qu'elle adorait ça, elle. Oui, il y en Elle a dit, qui... moi, je me lève tôt, ça C'est ça. Oui. Elle a dit clairement qu'il faudrait qu'il y ait plus de matchs à midi parce que nous, ça fonctionne. Bien, c'est ça, ça a bien fonctionné. Toronto avait de l'air un petit peu off. Puis en même temps, Montréal leur a pas donné grand-chose. Il y a eu plus en troisième là, avec les plusieurs pénalités, les 5 contre 3 qui ont duré une bonne... Où c'est là vraiment qu'elle a été extraordinaire. Mais je pense qu'il y avait 14 ou 15 tirs après 2 périodes, puis il n'y avait pas eu de grandes menaces. Fait que c'est vraiment le moment où l'équipe, en désavantage numérique, le 3 contre 5, là, Anne-Renée était bonne, les joueuses ont été bonnes. Les joueuses devant, ils ont vraiment steppé up défensivement. Je pense que c'était 9 tirs bloqués par les joueuses de la Victoire de Montréal dans les 10 dernières minutes, dont à un moment donné, Erin Ambrose. Anne-Renée disait en conférence de presse, elle a dit Erin était devant moi, on a bloqué un avec sa tête, 2 avec ses patins, 1 avec son genou. Je veux dire, ça, c'est pas nécessairement... Des fois, tu le remarques même pas, c'est pas flamboyant, mais c'est tellement efficace. Important. Donc, on dirait que tout a fonctionné. Ouais, même exact. les joueuses, même certaines que j'aime moins, des joueuses plus de 4e trio. OK, je vais le dire. Vas-y. Mais oui. Je veux dire, Dara Gregg. Ouais. C'est pas la préférée à Christine. Non, mais c'est juste que... Puis là, j'avoue que... Parce que
chaque fois que je dis quelque chose... Ah, elle va faire un tour du chapeau. Non, mais Ça s'en vient, J'étais ça s'en comme, vient. aïe, j'ai pas un bon repli défensif ou j'avais passé un commentaire, puis là, 2 secondes après, elle passe proche de marquer. En fait, le but de Scamura, on pensait que c'était Dara Gregg, puis je venais de chialer contre elle. Donc, j'ai comme, il faut que je me taise parce que c'est tout le temps le contraire qui se passe. Non, mais tu sais, des fois, je trouvais que c'est une joueuse qui a eu du succès dans les rangs universitaires, que je trouve qu'elle a eu énormément d'occasions de se faire valoir au cours des les 2 dernières années, qu'elle s'est fait mettre dans des positions très favorables, contrairement à d'autres joueuses. Mais en même temps, c'est normal. Je veux dire, je suis pas dans le secret des dieux, puis Steph, chaque coach a sa vision. Il y a des choses qu'on préfère. C'est une fille qui était quand même sur le programme de développement de l'équipe nationale. C'est ça. Donc, c'est sûr que des fois, un peu comme les choix de haut repêchage ont souvent une corde un peu plus lousse, disons. Mais j'avoue que même ce match-là, ce trio-là, Skylar Irving a eu son premier point. Scamura, son premier but à Montréal. Tabin qui gagne en confiance, qui marque de la ligne bleue. Là, Laura, mais évidemment, Laura Stacy qui faut tout le temps... après le Superman, il faut tout le temps qu'elle fasse un but en tombant à terre. Là, elle tombe en terre, puis elle glisse à genoux jusqu'à B-Rock, puis Marie-Philippe Poulin. Tu sais, ça, je pense à Ariane, la photographe, que ces images-là parfaites. Donc, ça, je trouve que c'était un match complet. Puis avant une autre pause de 10 jours, tu sais, je trouve que c'est 10 jours, je sais plus. Là, je suis même 10 jours. Oui, c'est même pause internationale. même un peu plus, ça finit quand même sur une bonne note. Je trouve que c'est positif. Assurément. Il n'y a rien de mieux que partir en pause à nouveau avec une victoire. C'est ce qu'ils ont fait quand ils ont gagné le match d'ouverture, évidemment, à la Place Belle. Une victoire de la victoire. Une victoire de la victoire au match d'ouverture. Après ça, avec le 12 jours, cette victoire-là, elles repartent. Ensuite, elles reviennent pour le match du 17. Donc, c'est sûr qu'ils sont contents de ce qu'ils ont fait défensivement. Ils sont contents. Ils ont eu beaucoup d'occasions sur le rush. Il faut dire que la gardienne de Toronto, Kirk, a quand même vraiment bien fait, sauvé plusieurs buts. Il y a eu, je pense, à un moment donné, on était rendu à 4 poteaux. Je pense qu'on avait compté là, dans le match. Donc c'est assurément une performance. Je suis persuadée que Corey et sa gang sont très contents de ce match-là. Puis elle semble avoir corrigé des lacunes défensives qu'elles avaient au premier match, là. Bien, moins de chances de marquer de qualité. Puis on en parlait au début, tu sais, qu'est-ce qu'on veut regarder? Bien, le nombre de chances. Tu sais, des fois, les tirs, bon, ça donne une idée de la possession de rondelles, mais des fois, ça peut aussi être un peu traite. Des fois, on peut prendre beaucoup de tirs, puis quand on regarde, exemple, en séquence, les tirs, bien, c'est des tirs de l'extérieur. Il n'y a personne devant le filet. C'est pas dangereux. C'est pas des tirs dangereux. C'est pas rien qui stresse une gardienne ou un groupe défensif. Alors que d'autres fois, c'est des tirs là, qui viennent de l'enclave. C'est des tirs dangereux. Beaucoup de retours. On a de la misère à gérer les retours de rondelles. Là, ça, bon, oui, il y a eu la séquence en troisième, puis en même temps, bon, la victoire menait déjà, puis contrôlait le match. Mais là, on a vu vraiment là, un commitment là, défensif. Puis c'était juste 2-0 à ce moment-là. Ça aurait pu, si elle marque sur ce 5 contre 3-là, ça change le match. Là. Puis Anne-Renée a fait 2 déplacements latéraux, dont un avec la jambière incroyable. Puis les joueurs ont été capables là, d'éviter d'autres éléments. Puis ça, après ça, le match était dans la poche. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de controverse, mais c'est quand même faux. La petite controverse qu'il y a eu, c'est le but refusé de Marie-Philippe Poulin, qui est à hauteur des cercles de mise en jeu, à peu près. Des oreilles. Et là, ben, il y a une passe. La rondelle se retrouve sur son patin, puis... Si elle jouait au soccer, je dirais c'est super beau. Mais je veux dire, honnêtement, elle n'a pas fait un gros tir. Ça a dévié plus qu'autre chose. On refuse le but. Et là, Kicking motion. Donc, on a kické la rondelle. Mais là, après ça, même en conférence de presse, Kirby, qui habituellement est assez diplomate, puis a dit... Je m'excuse, des fois, elle dit pas grand-chose. Là. Puis c'est vrai, puis je pense que c'est normal, comme tous les entraîneurs de hockey. Mais là, elle a été très directe. Puis elle a dit, à un moment donné, je trouve que c'est une tendance dans la Ligue, des buts de ce genre-là qui sont refusés. Puis à un moment donné, c'est quoi le règlement? Parce qu'elle a dit, si une joueuse est à la ligne bleue, puis exemple, elle kick la rondelle, puis ça se promène, ça dévie en plein de patins, puis là, finalement, ça arrive dans le but, selon le règlement actuellement, c'est un but refusé. Là, tu peux pas botter la rondelle. Est-ce qu'elle dit, à un moment donné, les pieds font partie du jeu? Donc là, je veux dire, je comprends si tu es dans le demi-cercle là, du gardien, dans le bleu, évidemment, et là, vraiment, tu kicks, tu fais dévier avec ton pied. Je comprends. Mais c'est pas la déviation, hein? Ben, si tu fais ça. Il faut vraiment que tu fasses un mouvement de botter la rondelle. Parce qu'on fait juste bouger le patin, puis dévier, c'est bon. Mais et où la limite? Ce que je veux dire, c'est que si tu es vraiment collé, si tu es collé,
sais, si t'es collé sur le but, je comprends. Mais si t'es super loin, tu sais, je sais pas, toi, Steph, t'en penses quoi en tant que coach? Je veux dire, est-ce que tu penses qu'il devrait avoir un petit peu plus de souplesse ou on devrait modifier le règlement? Parce qu'à un moment donné... Bien là, je pense que c'est plus l'ancien arbitre qui va répondre. Ben, vas-y. C'est que c'est le genre de règlement qu'il faut que le plus possible soit blanc et noir. Blanc ou noir, plutôt. Parce que blanc et noir, c'est un blanc peu et noir, tough, ça commence un peu à être con. gris, Ouais. Donc, il faut que ça soit davantage un règlement blanc et noir. Donc, tu peux pas botter une rondelle. C'est sûr qu'il y a assurément un grand aspect sécurité, là. Je veux dire, des patins, des lames, si tout le monde se met devant ou proche à faire des mouvements de botter, c'est sûr que c'est pas l'objectif. L'objectif des patins, c'est de se déplacer. Puis en même temps, on voudrait pas dire, bon, ben, au niveau des hash marks ou des oreilles, on peut pas kicker, mais c'est en haut des oreilles, puis un but en haut des oreilles, ben, j'en ai jamais vu d'un botté comme ça. Fait que la règle, de façon générale, ça s'applique vraiment à ce qui est proche de la gardienne, là, mais c'était vraiment beau. Techniquement, c'était magnifique. Là. Cette déviation... Ben, on peut pas dire déviation, parce que s'il avait jugé que c'est une déviation, le but aurait été bon. Donc, ils ont jugé qu'elle l'a kické, mais c'était quand même, au niveau de la technique, des skills, c'était incroyable. Mais ça, vous parlez de beauté, mais avez-vous vu vraiment une motion puis une intention de Marie-Philippe de... Notre angle, nous, on était dos à elle, c'était moins, on le voyait moins, mais quand on le voyait sur la reprise, sur le grand écran, on voyait qu'il y avait un mouvement. Puis Toronto, il le regarde de tous les angles. Puis avec la tablette puis les arbitres, donc ils l'ont refusé. C'est comme... Il y avait vraiment elle a fait à l'intérieur. Au soccer, on dit comme un crochet intérieur. Donc, avec l'intérieur de son patin, elle passe derrière son pied gauche. C'est difficile d'expliquer ça présentement, mais je veux dire, honnêtement, je la prendrais dans ma ligue du dimanche soir. Ah oui? Ah, juste dans ta ligue du dimanche soir? OK, c'est bon. Ben, si Marie-Philippe est disponible pour venir, je pense qu'elle est occupée. Je la prendrais... Non, mais tu sais, quand on va être tanné un peu du hockey à prendre sa retraite, moi, je la prendrais comme, mettons, comme demi-centre. Je pense qu'elle serait pas pire. Fait que c'est ça, je vais y lancer. Lance invitation. J'ai pas un gros salaire à y offrir, je vous dirais, là, mais une bière, un chausson, puis voilà. Ouais, c'est ça. L'autre, ça n'a aucun rapport ce que je dis. Lina Ljungblom, ça, c'est un sujet dont on parle depuis le début de la saison. En fait, elle était pas là. Elle était pas lors des entrevues, elle était pas là au camp d'entraînement, puis on nous avait dit qu'elle était malade. Donc, c'est un peu mystérieux. Et la semaine dernière, dans un média suédois, ben, on apprend, elle a fait une entrevue, puis on apprend qu'elle a eu une mononucléose, une infection à la gorge. Et lors du match en fin de semaine à la Place Belle, elle était là. Il y avait une équipe de tournage suédoise qui était là pour une entrevue. Là, c'est sûr que, tu sais, c'est un peu dommage pour les journalistes qui sont sur le beat, comme on dit, alors qu'on n'a pas pu avoir... d'entrevue, mais en même temps, clairement, je pense pas que le journaliste suédois a téléphoné Charles Rook ou Daniel Sauvageau pour dire est-ce que je prépare la Lina Ljungblom. Je pense qu'il y a un lien. T'sais, on a déjà vu ça là, dans le Canadien, Alex Kovalev qui fait une entrevue avec un journaliste en Russie. C'est ça. Mais bref, là, on sait qu'est-ce qui se passe. Lina Ljungblom est malade. Là, au moins, si elle est dans l'entourage de l'équipe pour la première fois depuis une semaine, c'est clairement elle est plus contagieuse parce que c'était ça un petit peu l'enjeu. Évidemment, c'est contagieux. Tu voulais pas que ça se répande à travers l'équipe. Sauf qu'elle ne s'est pas entraînée encore du tout. Donc, tu sais, on n'a pas de détails, mais de façon réaliste, elle ne sera pas de retour au jeu avant un bon bout de temps. Puis elle, tu sais, je pense que le target pour elle, c'est vraiment les Jeux olympiques. Elle n'est pas avec la Suède présentement non plus. Donc, elle revient après, tu sais, si elle revient, mettons, à l'entraînement dans les prochaines semaines, il va lui rester 1 mois et demi pour retrouver sa forme pour les Jeux olympiques. C'est quand même serré. Mais au moins, on a des réponses maintenant. Parce qu'à un moment donné, honnêtement... On n'avait tellement pas d'informations, mais on nous avait dit qu'elle était malade et pas blessée. Puis moi, pour vrai, je commençais à spéculer toute seule. Puis je me disais que non, elle a quelque chose de vraiment grave. C'est ça, je trouve cache l'information. Je trouve ça particulier qu'on finisse quand même par l'apprendre d'un journal suédois comme ce qu'on s'imagine dans notre tête est souvent pire que la réalité. Puis comme tu dis, Christine, nous autres, on spéculait, on commençait à s'inquiéter. Puis finalement, la réalité, c'est ça. Mais ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre qu'on a fini par l'apprendre comme ça. Je me dis, si elle revient en forme concrètement, je me dis, qu'est-ce que ça peut apporter à cette équipe-là? Puis j'ai un point d'interrogation. Puis moi, j'étais curieuse de voir qu'est-ce que Lina Ljungblom allait apporter à sa 3e année dans la Ligue. C'est avec quel genre de joueuse? Parce que on nous a présenté une fille talentueuse. On nous a dit qu'elle avait un tir incroyable. Tir qu'elle n'a pas tant exploité au cours des 2 dernières années. Mais je me disais peut-être qu'elle va arriver à maturité. Donc, qu'est-ce que ça pourrait changer dans cette équipe-là avec l'alignement L'alignement, faut pas que je dise ça, la linguistique. La formation. La formation. La formation, faut dire la formation. Oui, la formation. Non, mais qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut apporter
avec toujours le bémol de dans quel état physique c'est ça, je pense pas qu'on va le voir si rapidement que ça, parce que revenir d'une mononucléose, là, dans le sens tu peux pas t'entraîner sur le système, pendant exact. des semaines. Là, tu dois, t'es quasiment, ça dépend, elle, c'était à quel niveau, mais tu es souvent dans ton lit, alité pendant des semaines. Là. Mais ce serait quoi sa place? Là, c'est sûr, comme on dit, on a le point d'interrogation, en sachant pas ça va être quoi sa forme physique, mais disons qu'elle est en forme. On la place où? C'est quoi son utilité dans cette équipe-là présentement, là, avec les nouveaux éléments? Avec les nouveaux trios, moi, je le verrais un essai sur la 3 là, dès le départ. Dans le sens que, oui, effectivement, quand Danielle Sauvageau l'a repêché à la première année, c'était un essai. Il espérait qu'elle vienne. Finalement, elle est arrivée seulement l'an passé là, pour jouer, parce qu'elle a fini sa saison en Suède la première année. Puis bon, on parlait de une quarantaine de buts. Là. Donc, c'est sûr que je pense qu'aussi, ça amène les gens à comprendre à quel point l'écart est immense entre la Ligue suédoise et la Ligue professionnelle ici en Amérique du Nord. Donc, c'est sûr que le temps, on parle souvent de temps... le sport collectif, c'est du temps et de l'espace. Hein. On a la rondelle, on veut avoir du temps, on veut avoir de l'espace, puis l'autre équipe a la rondelle, on veut leur enlever leur temps et leur espace. C'est ça. Mais si dans le fond, quand on ramène ça, c'est ça le sport. Ça. Hein. C'est ça les deux caractéristiques qu'on essaye tous de gagner ou de contrer. Donc, ça, assurément que, justement, de prendre un tir quand on a 15 pieds de plus de patinoire, puis quand le contact, la joueuse patine moins, puis quand on se fait moins frapper, c'est sûr qu'à ce moment-là, on a la chance de l'utiliser. Après ça, c'est d'apprendre à utiliser, donc, on va dire le release, là, d'être capable de tirer plus rapidement. Donc, c'est sûr que des fois, il va falloir même modifier un peu la technique, dans le sens que l'amorce est trop grande. On glisse sur un patin. C'est sûr qu'avec la victoire, là, ils ont des super bons skills coach puis shooting coach, donc persuadé qu'ils travaillent ça avec elle. Mais ça vient aussi de l'expérience, de prendre la bonne info. T'es une fille de sport co, donc c'est sûr que de faire la lecture de il est où l'espace, il est où le bon moment pour attaquer. Donc, c'est toutes des choses aussi qui prennent pour certaines personnes plus de temps. Puis en même temps, quand tu as eu beaucoup, beaucoup de succès à un niveau, tu arrives à un autre, le succès vient plus difficilement. Il y a quand même une adaptation, puis c'est sûr que ça a un impact sur le mental. Là. Là, il y a une autre pause, comme à cause de la série de la rivalité, dont on va parler un peu plus tard. Donc, prochain match, là, c'est le 17 à Halifax. Donc, ça fait partie du Takeover Tour. Oui. Deuxième match. L'année passée aussi, on a fait un match du côté de la LPHF à Halifax. Et là, ça va partir. Je veux dire, le temps des fêtes va être assez ardu. Le match de 17, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Mais en fait, on va faire notre épisode le 17. Oui, exact. Mais il y a toujours, on va voir les matchs de la série de la rivalité, les matchs internationaux, parce qu'on sait toujours, c'est des matchs intenses. Est-ce que ça va avoir un impact sur la condition physique des filles? Donc, match le 17, match le 20, on voyage énormément, revenir, et ensuite, il y aura le match au Centre Bell. Ouais. Donc, ce sera quand même un bon test pour cette équipe-là. Ces 2 matchs-là en 3 jours qui impliquent aussi un voyagement. Oui. Parce que dans le fond, on fait les Halifax, fêtes après ça, juste Halifax, et ensuite Vancouver. Donc ça, c'est quand même une nouvelle réalité à laquelle les joueuses ne sont pas habituées. Décalage horaire aussi relié à ça. Donc, est-ce que ça aura un impact? Voyons voir. Mais il s'est passé d'autres choses à travers la LPHF. Et juste avant, a fait, encore une fois, les gens nous écrivent beaucoup à travers nos différentes plateformes, puis il y a des questions. Oui, c'est le fun. Continuez de nous écrire. Là, on aime ça. C'est encore M. Lessard? Non. Là, on est passé Savard. Ah, mon Dieu. François-Louis Savard. Là, c'est Alice qui nous écrit « Super épisode. Petite question, vous faites souvent référence au car wash dans les épisodes. Est-ce que nous allons avoir la chance de voir ces vidéos et ces capsules bientôt? » Là, il faut dire... C'est quoi, déjà? Ouais, c'est quoi le car wash? Parce que c'est vrai que nous autres, des fois, on utilise un peu le lingo, là, mais le car wash, dans le fond, c'est une journée média où les journalistes peuvent faire du contenu, des concepts. Nous, on fait souvent des concepts réseaux sociaux avec les athlètes. Tout ce contenu-là va se retrouver sur nos réseaux sociaux. C'est pas encore tout sorti. On a comme 2 ou 3 capsules, je pense, en ce moment que vous allez pouvoir voir, mais ça va être étalé là, au cours de la saison. Et donc, pour la question... Mais pourquoi on appelle ça car wash? Ben... Je pense que concrètement, il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne. Puis il y a ça avec toutes les équipes professionnelles. Moi, je suis allée à Calgary le faire. On était là ensemble pour les équipes canadiennes en prévision des Jeux olympiques. Tu as plein de salles, là. Donc, moi, j'avais ma propre salle. Ophélia avait sa propre salle. RDS a sa propre salle.
Et là, ben... C'est ça, les athlètes, ils viennent... passent se faire washer, là. Ils passent se faire la végétation. C'est qu'on a 15 minutes avec chaque athlète. Ouais. C'est des grosses journées. Des fois, on a 30 athlètes. Donc, c'est vraiment comme ça roule là, comme si mais c'est une occasion, dans le fond, de préparer du contenu, de créer des liens rapidement pour ensuite avoir... Souvent, ce que vous allez voir pendant des diffusions de matchs, que ce soit aux Jeux olympiques, le Canadien, la victoire, vous voyez des reportages, mais ça a été fait en amont au début de la saison lors du car wash. Donc voilà. Exactement. Donc restez à l'affût, ça va être sur nos réseaux sociaux. On a aussi une question de José Gauthier qui dit « J'aimerais savoir ce qui se passe au Minnesota. Je vois sur plusieurs sites que la capitaine ne semble pas tellement aimée. » Oui, ben écoute, déjà, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est les mécontents, là. Donc, tu sais, à quel point c'est vraiment une opinion généralisée, je ne suis pas certaine. Mais c'est quand même une situation particulière parce qu'il faut se rappeler que Nathalie Darwitz, qui était la directrice générale, s'est fait congédier à la fin de la dernière saison, ce qui est quand même surprenant pour une équipe qui vient de gagner 2 championnats consécutifs. Et les rumeurs veulent, et là, c'est du patinage, là, je veux dire, on ne sait pas, que c'était un peu un conflit de personnalité entre l'entraîneur Ken Klee et la directrice générale. Et Kendall Coyne-Schofield, qui est la capitaine de l'équipe, elle a pris le bord du coach. Donc, les fans... Il y en a qui s'amusent à l'appeler sur les réseaux sociaux la bully, donc l'intimidatrice. Ouais. Donc, je pense que c'est parti de là, surtout. Mais au-delà de ça, je pense que là encore, il y avait des articles récemment, puis le match d'après, tu allais marquer un tour du chapeau. Mais bonne manière de répondre. Bonne manière de répondre. J'avoue que c'est une situation quand même particulière, bizarre. J'ai vraiment l'impression que ça a été je sais pas comment, c'est une guéguerre interne, là, mais dans un contexte où ton équipe fonctionne aussi bien, c'est ça. La directrice générale doit avoir fait quelque chose de pas pire, je dis ça de même. Mais après ça, il faut quand même relativiser et se rappeler c'est qui Kendall Coyne-Schofield, puis comment cette ligue-là n'existerait probablement pas si cette femme-là n'avait pas travaillé aussi fort, notamment avec l'association des joueuses, là. Oui, elle fait assurément partie d'un groupe de joueuses qui, quand la Ligue canadienne féminine a tombé là, il y a quelques années, 2019, là, ceux qui ont connu évidemment les Canadiennes et les Stars avant, là, à ce moment-là, c'est les joueuses qui avaient créé là, la PWHPA pour jouer des matchs, pour se regrouper, puis pour essayer de créer un syndicat, pour se créer un groupe et développer une ligue, ce qui, finalement, est arrivé. Fait que c'est sûr que quelqu'un comme Coyne-Schofield, évidemment, Hilary Knight, puis les joueurs ici, Laura Stacey, très impliquée. On disait que, mettons, dans la négociation de la convention collective, ils ont été très impliqués. Elle était dans l'une des... Oui, c'était une des représentantes du groupe. C'est quand même quelqu'un qui a énormément d'expérience. Puis c'est une maman. Fait que je sais que tout ce qui est dans la convention collective par rapport au congé de maternité, c'est venu aussi aux avantages sociaux pour les familles, les mères, le fait de pouvoir garder un salaire, le fait de pouvoir avoir l'opportunité de revenir à sa place si la joueuse veut après une maternité ou etc. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend, mettons, des choses comme ça là, par rapport à Coyne-Schofield, que c'est quelqu'un mais quand même... ça a l'air d'être une tête forte. Oui, exactement. Donc, puis en même temps, elle a aussi un immense succès. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas à l'interne. Donc, c'est sûr qu'il faut... C'est ça. Faut je faire veux pas attention. dire un grain de sel, mais il faut faire attention quand même. Parce qu'on n'a pas tous les détails de cette Absolument. situation-là. Les réseaux sociaux peuvent s'enflammer rapidement pour pas grand-chose des fois. C'est une leader, mais je pense qu'elle est reconnue pour avoir quelqu'un qui peut-être a des opinions des fois tranchées. Mais tu sais, les Minnesota, c'est l'équipe qui fonctionne, qui a gagné 2 championnats, mais aussi c'est l'équipe où il y a des controverses, où ils n'ont pas peur d'aller chercher des joueuses controversées sans nommer de numéro 77. C'est ça. On en reparlera un jour. On en reparlera, mais non, mais je suis curieuse. Ça, je pense que c'est un sujet qui s'est atténué. By the way, on parle de Rita Curl-Salem. Mais en même temps, il faut se rappeler que, justement, c'est vraiment les joueuses qui ont parti les mouvements. Ouais. Donc, puis là, on remonte à, évidemment, pour nous à Montréal, Caroline Ouellette, Noémie Marin, qui ont été pendant des années avec les Stars de Montréal. Puis, c'était vraiment des ligues qui étaient gérées par les joueuses. Je veux dire, en association, mais c'est vraiment elles qui drivaient. Tu sais, c'est eux autres qui insistaient pour dire, là, on va avoir des pratiques, puis là, il faut qu'on se trouve un aréna. Fait que, tu sais, ils ont quand même
eu tellement de responsabilités sur leurs épaules, fait qu'ils ont aussi pris cette responsabilité-là avec les années. Fait que là, après ça, des fois, c'est sûr que là, elles arrivent dans une structure. C'est sûr que ça peut être confrontant. C'est que tu es tellement habitué d'avoir à prendre ces initiatives-là parce que personne ne va le faire. Ça serait pas arrivé. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, tout d'un coup, c'est super qu'il y ait une ligue organisée comme ça, mais en même temps, on peut pas vraiment en vouloir à ces joueuses-là de continuer de prendre leur place puis de continuer de pousser pour ce qu'elles souhaitent que la ligue soit. Parce que, tu sais, c'est ça qu'elles font depuis le début. Puis, comme vous dites, on n'en aurait pas de ligue si c'était pas d'eux autres. Mais, tu sais, en même temps... Puis après, c'est de la gestion interne. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est une guerre interne. Mais c'est sûr que, mettons, tu es une personnalité de la trempe de Kendall Corn-Schofield qui a toujours été la leader qui menait puis qui choisissait un peu tout. Nationale puis là, t'arrives puis on te dit un peu quoi faire. Ça peut être confrontant, comme tu dis. Mais en même temps, c'est quand même fascinant que si jamais c'est ça, ça fait un peu genre, on fait un complot pour faire sauter la tête de la directrice générale. Mais hey, est-ce que c'est la première c'est la première fois dans une organisation sportive ou dans des compagnies que quelque chose comme ça se passe? Mais au moins, bref, on a répondu à la question d'Alice. Ailleurs, dans l'actualité de la semaine, encore une fois, je me mets en valeur. Donc, attendez, j'avais juste dit la semaine passée que... Mais en même temps, je fais ça pour nous, pour qu'on ait du bon contenu. Oui, exact. Donc, t'es comme en conflit avec toi-même en ce moment. Là. Nous, on ne dit rien. Là. En fait, je trouve ça drôle parce que j'ai juste dit la semaine passée que je m'inquiétais un peu pour Emerson Smashmeyer qui revenait d'une blessure, donc qui n'avait pas pu se mettre en valeur lors des séries éliminatoires l'année passée pour Ottawa, qui s'est fait sortir d'Ottawa parce que Phillips a pris sa place. Ouais. Elle se retrouve à Vancouver et le premier match, elles se sont fait planter, je ne sais pas combien, là, 5-1, je m'en souviens plus. Mais là, je dis ça, mais je suis inquiète parce que je me disais pour elle, on n'avait pas vu un seul match convaincant d'Emerson Smashmeyer depuis sa blessure. Et là, après que j'ai dit ça, il faut qu'elle ait l'arrêt de l'année. Une victoire. Vous avez peut-être vu cet arrêt-là, sinon allez sur les réseaux sociaux. Incroyable. Du bout du bâton. Bonne nouvelle. Donc, ça augure bien. Mais là, on va voir son test avec la série de la rivalité. Elle va assurément avoir un match. Mais bref, juste dire... Ça fait du bien pour elle, ce match-là. En fait, je ne vais même pas dire mea culpa parce que c'est une gardienne de but talentueuse. Je lui souhaite du bon. Mais est-ce que j'avais raison de douter? C'est parce que ça, c'est le niveau auquel on s'attendait. Là. Oui. Mais est-ce que j'avais raison de douter? Oui. Oui, de se poser des questions. Dis-moi que j'avais raison. Oui. Merci. Est-ce que c'est un doute ou un questionnement? C'est un questionnement, c'est un questionnement. Est-ce que, d'ailleurs, c'est ton travail de questionner. On rappelle aux gens que tu es une journaliste professionnelle. Tu envoies un mémo à tous les entraîneurs et les joueuses pour leur dire que c'est mon travail. Oui, exactement. Merci. Donc, le questionnement est normal pour Christine Roger. Merci, c'est son métier qu'elle applique au quotidien. Radio-Canada appuie ce message. Exactement. Radio-Canada Sport. Non, donc, mais oui, assurément. Mais puis c'est normal, dans le sens qu'un athlète ou une athlète qui revient d'une blessure importante, blessure bas du corps, voyons, on met un débat entre le genou N pour une gardienne. Évidemment, comme tout le monde, elle ne rajeunit pas. Là, je veux dire, elle est rendue dans la trentaine. C'est tous des éléments qui font partie de la capacité à performer d'un athlète. C'est sûr que les gardiennes, avec les déplacements latéraux, avec la rapidité du jeu, avec l'utilisation du derrière, beaucoup du filet pour essayer de les prendre. Maintenant, on le voit, là, beaucoup de tirs en angle pour essayer de se faire prendre. Mash n'est pas super grande, donc elle est extrêmement athlétique. Elle est très rapide. Elle n'a pas le choix parce qu'elle doit compenser aussi un peu pour son manque de grandeur. Donc, c'est tout à fait normal de se questionner. Puis clairement, Ottawa, ils se sont posé la question si c'est une des 3 premières qui avait signé. À l'époque, on se rappelle, il y a 3 ans, tout le monde avait signé 3 joueuses pour partir la franchise. Emerson Smashmeyer était une des 3 à Ottawa. Puis là, 2 ans plus tard, pour la 3e saison, finalement, on décide de la libérer. Donc, assurément que eux autres aussi se sont posé la question. Là. Mais tu sais, cet arrêt-là, c'est... Je veux dire, son talent n'a jamais été remis en doute. C'est un réflexe incroyable. Ensuite, il va falloir voir est-ce qu'elle peut livrer ce type de performance-là de façon constante. Parce que c'est un peu ça va être un peu l'enjeu d'Emerson Smashmeyer. C'est est-ce qu'elle peut être une top gardienne, une numéro 1 sur une longue période? Ouais. Puis là, comme je disais, le test, elle va l'avoir cette semaine parce qu'il y a 2 matchs à série rivalité puis elle va en faire un assurément. On imagine que ça va être elle et Anne-Renée qui vont en faire chacun un. Là. Parlons justement de ces 2 matchs-là entre le Canada et les États-Unis. On appelle ça des matchs amicaux. C'est jamais amicaux quand on joue contre les États-Unis. Surtout à ce niveau-ci, on est tous très compétitifs. On veut gagner, que ce soit un match de préparation, un match de round-robin, un match de finale. Donc, c'est des athlètes qui sont très compétitifs, donc c'est jamais amicaux.
Donc, Anne-Renée Desbiens qui trouvait ça drôle. Notre collègue Pat Henry qui était à l'entraînement à Edmonton qui a demandé si c'était des matchs amicaux. Là, c'est sûr que non présentement. C'était une année pas olympique, puis quand encore, on a déjà parlé qu'il y avait encore autant de matchs Canada et États-Unis, peut-être que ça perdra un peu de sa valeur. Mais là, présentement, je pense que ce sont 2 matchs cette semaine à Edmonton entre le Canada et les États-Unis très importants. Premièrement, parce que, rappelons que les 2 premiers matchs, le Canada, au total, s'est fait planter 10-2. Oui. Donc, ça a été un début novembre quand même difficile. Quand on parlait tantôt de questionnement et de doute, là c'est 2 performances. Mais petit bémol, Anne-Renée Desbiens n'était pas là. Il manquait quand même des... On n'a pas fait jouer, je me semble, Ella Shelton, pardon. Plusieurs joueurs. Donc, plusieurs joueuses importantes. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact? Cette semaine, Anne-Renée Desbiens est là. Ouais. Donc, elle aura un match. Mais là, c'est l'occasion de, premièrement, aller peaufiner la formation. C'est qui les dernières joueuses qui vont être sélectionnées dans cette équipe-là? En même temps, il n'y a pas tant de décisions que ça, là. Parce qu'on s'en va avec une équipe canadienne qui ressemble pas mal à l'équipe canadienne qui était là il y a 4 ans à Pékin, contrairement à une équipe américaine qu'on a commencé à renouveler il y a 3 ans. Un cycle olympique. Et moi, c'est ça mon gros point d'interrogation présentement. Est-ce qu'on a pris la bonne décision du côté du Canada en allant avec l'expérience et la même recette? J'ai hâte de voir, parce qu'on a vu dans les images le nom de Primerano, j'ai hâte de voir si la future star défenseuse de l'équipe nationale canadienne va être là. On sait qu'elle joue au Minnesota NCAA. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une joueuse aussi dominante, là. Donc, j'ai bien hâte de voir est-ce qu'ils vont lui donner l'opportunité de vivre un premier JO, potentiellement là, comme septième défenseuse. Ah, mais tu penses que peut-être qu'elle serait pas là? Moi, je me dis, mon Dieu, comment on peut ne pas la sélectionner? En fait, pour moi, je présume jamais avec les jeunes, avec l'équipe. C'est ça, c'est qu'elle n'a même pas encore joué au niveau LPHF, que... qui est quand même un niveau assez différent de collégial. Non, mais logiquement, pour moi, c'est un, comme on dit en bon français, un no-brainer. Ouais. Elle devrait être là. Mais c'est ça, avec la vision de Hockey Canada, des dirigeants d'équipe canadienne, soudainement, on a un doute. Ton doute n'est pas est-ce qu'elle mérite d'avoir sa place. Ton doute, c'est est-ce que ça fait partie de leur vision puis de leur plan de match de la mettre. Ouais, j'ai hâte de voir le temps de glace qu'elle va avoir justement à la série de la rivalité. Est-ce qu'elle va jouer les 2 matchs? Est-ce qu'elle va en jouer juste un? Mais comment tu peux ne pas mettre Chloé Primerano quand, exemple, Marie-Philippe Poulin, on est dans sa face et on lui demande c'est qui la prochaine Marie-Philippe Poulin? Là, c'est sûr qu'il y avait Sarah Fillier, mais Sarah Fillier, je veux dire, elle est déjà là. Ouais. Puis Marie-Philippe m'a dit clairement, puis ça m'a dit ça, je pense, il y a 2 ans, Chloé Primerano. Un talent incroyable. C'est sûr que c'est une défenseuse. Fait que tu vas pas avoir... ça n'aura pas le même effet que Marie-Philippe Poulin qui va te compter 4 buts dans une game alors qu'elle a 15 ans. Là. Je veux dire, c'est pas la même position et tout. Mais quand la meilleure joueuse au monde te parle d'elle, comment tu peux considérer ne pas la mettre dans ton équipe? Mais c'est qu'on manque un peu de vision à long terme. Bien, des fois, le feeling qu'on a, des fois, c'est qu'on est très conservateur. Ouais. On a plus peur de prendre d'essayer des choses. On a peur de prendre des bêtes, là, en bon mauvais français. C'est cet aspect-là que, des fois, on aimerait ça qu'il soit un petit peu plus daring, un petit peu, l'équipe canadienne. Prendre des risques. On aime beaucoup parler de l'expérience. Puis, tu sais, moi, je pense que dans une équipe, surtout dans un tournoi comme les Jeux olympiques, moi, je suis d'accord que ça prend un équilibre. Ouais. Tu dois avoir des joueurs qui ont déjà vécu. Tu sais, je veux dire, une finale olympique contre les États-Unis, là, ou un match, tout à coup, demi-finale, qui soudainement, tu te fais compter par la Finlande, là, t'es mieux de pas commencer à paniquer puis d'avoir vécu d'autres situations comme celle-ci. En même temps, ils en ont en masse. Mais tu l'as, ton noyau, là, je veux dire, Laura Stacey va être là, Marie-Philippe Poulin va être là, Nathalie Spooner, elle va être là, Erin Ambrose. Fast. Tu l'as, là. Mettons, t'as ton top, là, genre 10. Jenner. Ton top 10. Puis au pire, tu vas amener des filles d'expérience. Amène une Jenner qui est plus comme la Jenner qui va être sur premier trio, mais elle, il faut que tu apprennes dans ton équipe quand même, parce que, tu sais, c'est une bonne leader, puis elle va être là dans les moments importants. Mais complète avec de la jeunesse, là. Elle complète avec du talent brut, il me semble. Puis, je veux dire, il y a des joueuses qui sont sur ce... Là, tu te retrouves avec des joueurs sur un 4e trio, exemple, qui à l'époque, évoluaient sur les premiers trios, mais là, qui n'ont plus peut-être, qui suivent plus. Mais on décide quand même de les garder dans l'équipe. Puis c'est des joueurs faits pour jouer sur un trio offensif. Écoute, peut-être que finalement, cette semaine, ils vont faire des ajustements puis que ça va être mieux, mais je pense que
pour rassurer un peu, en fait, rassurer tous les partisans, nous rassurer en tant que diffuseur olympique. Mais il faut que cette semaine, ils ne peuvent pas se faire planter encore 5-1, 6-1, parce que sinon, je veux dire, c'est un peu dramatique à 1 mois et demi des Jeux olympiques. Puis c'est ça, j'ai parlé avec Emma Maltais il y a quelques semaines après justement la rivalité qui a eu lieu au mois de novembre, puis elle m'a dit les Jeux olympiques ne se gagnent pas au mois de novembre, puis elle se voulait très rassurante dans ce qu'elle me disait. Elle disait, ben c'est bien que ce qui soit arrivé la semaine précédente, en fait, ce soit arrivé à ce moment-là. Parce que là, on sait qu'on doit ajuster des choses, puis on va avoir le temps de le faire d'ici là. Parce que, tu sais, souvent, peut-être que c'était trop dans le passé. Souvent, les matchs gagnaient un but. Tu sais, fait que finalement, tu disais, c'est sûr que la finale va se rendre genre en prolongation. Mais tu sais, je me souviendrai le Temple de la renommée là, de Diane Sauvageau. On a beaucoup parlé de la conquête de 2002. On se rappellera que le Canada avait perdu, je me souviens pas, 10 fois consécutives quelque chose comme ça, avant d'arriver aux Jeux olympiques. Puis c'est sûr que c'est la phrase que tout le monde répète, ça se gagne pas, ça se gagne pas un an avant, tu sais, c'est correct. Puis tu vas arriver à ton pic au bon moment. Mais là, je veux dire, il me semble qu'on approche du moment. Il faudrait que le pic soit en même pas temps, loin, c'est peut-être la petite claque d'en face dont il avait besoin pour se réveiller. Ben, c'est sûr qu'on peut pas recréer une ambiance olympique dans une série la rivalité à une semaine de débuter une nouvelle saison professionnelle. On en a parlé, on n'est pas fan. L'idée de la série de la rivalité faisait énormément de sens dans les dernières années. Là, maintenant, avec la Ligue, il y a quand même c'est important de se regrouper. Les pauses internationales servent à ça parce que toutes les équipes internationales de tous les dans le monde là, se regroupent pendant cette semaine-là. À certains endroits, font des événements. Mais c'est sûr que la réalité du pro, maintenant, modifie un petit peu ça. Il y a une fatigue qui est assurément plus là pour les joueurs, même si là, on est en début de saison. Mais eux autres, ça fait longtemps là, qu'ils s'entraînent avant de recommencer sur la glace. Donc, fait que c'est sûr qu'on peut pas... c'est ça, le désir, là, même si les joueurs embarquent et les entraîneurs se préparent de la même manière, les joueurs, ils font leur même routine, mais c'est sûr que de recréer ça, cette tension-là, ce désir-là, cette flamme-là... Les États-Unis l'avaient. Est-ce que... tu sais, c'est sûr qu'on pourrait faire une analyse complète des alignements, tels joueurs, etc. Mais c'était pas l'alignement A+, de personnes. Canada, mais les États-Unis... Les États-Unis avaient plus leur alignement des Jeux olympiques. Joueurs, le Canada testait des choses. Oui, puis c'est correct. Puis ça, moi, j'aime ça. Tu sais, quand on parlait tantôt qu'on les trouve que des fois un peu trop conservateurs, puis ils gardent un peu les mêmes formules, je pense que c'est les bons moments pour tester. Je pense que Emma, elle a raison dans le sens que, tu sais, les athlètes, ils trouvent toujours le moyen, évidemment, de se garder dans une zone le plus positive possible. Fait que c'est sûr que... elle allait pas me dire, non, c'est ça, on est dans la merde, puis je t'inquiète pour Milan. C'est ça, exact. Elle allait pas dire, ils ont pris des mauvaises décisions, puis notre équipe est dégueulasse. C'est une question de spin, hein. Des fois, pendant un match, l'autre équipe frappe le poteau, puis là, nous autres, les entraîneurs, on va dire, goaler, t'as bien placé, il n'y avait pas de place. Puis là, nous, on frappe le poteau, on dit, Colin, ils ont été chanceux. Donc, quand on parle de spin, c'est toujours une question de vision, mais c'est sûr que l'équipe canadienne en a vu. Là. Emma, ça fait quand même plusieurs années qu'elle est là. C'est une joueuse aussi qui est pivot à Toronto. Mais ça, c'est une joueuse, justement. Là, quand tu dis d'atteindre, mettons, c'est cette tension-là. Ils ont bien beau nous dire, les filles, chaque fois qu'on joue contre les États-Unis, c'est intense. Puis c'est vrai. Oui, parce que mais le jour où tu arrives aux Jeux olympiques, on est ailleurs. Puis là, en plus, aux Jeux de Pékin, il n'y avait personne dans les estrades. Ils vont avoir leur famille. L'aréna va être plein. Une Emma Maltais, là, elle carbure à ce genre de moment-là. Absolument. Tu sais, là, oui, OK, elle va être gossante, comme on dit, sûrement cette semaine, mais jamais comme le jour du match préliminaire ou comme la finale aux Jeux olympiques. Peut-être que c'est tout un jeu psychologique en même comme temps, ça. C'est ça que aussi, les athlètes. C'est la même chose pour les réparts tout le temps. Peut-être qu'ils ont tellement... Ils vont tellement... mettons, peut-être qu'ils font exprès de faire une contre-performance. Puis là, mettons, les États-Unis vont arriver... Les Américaines vont arriver tellement confiantes aux Jeux olympiques. Puis là, boum! Mais en même temps, ce que tu dis, cette flamme-là aux Jeux olympiques, je veux dire, les États-Unis vont l'avoir aussi. Là, donc, puis tu sais, les matchs sont finis sérieux. Je veux dire, les finales, là, de façon générale, que ce soit une finale olympique ou les finales des mondiaux, ça finit. C'est jamais un... Des blow-out, il n'y en a pas eu dans ces événements. Dans le sens que la flamme, ça serait le fun qu'ils la retrouvent cette semaine. Oui. Les chances sont que la finale se termine par une différence d'un but marqué par Marie-Philippe Poulin. Oui, pas de pression. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va rendre René Desbiens. Shit. Non, Marie-Philippe Poulin ne va pas compter. On va couper au montage. Parce que chaque fois que je dis quelque chose, c'est le contraire qui se passe.
Donc, Lance pas oubliez ça dans l'univers. On enlève ça, Jacques-Alexis au montage. Oublie ça. La bonne nouvelle, c'est que Anne-Renée Desbiens va être là cette semaine. Elle devrait être dans les buts pour au moins un match. Et elle est excellente depuis le début de la saison. Donc, Oui. depuis le début de la saison, j'ai dit, j'ai de la misère à parler. Donc, ça devrait faire une différence pour l'équipe canadienne. On reparlera de ces 2 matchs la semaine prochaine. Alors, comme j'ai dit en ouverture d'épisode, on essaie de faire un peu aussi le tour de l'actualité puis de suivre ce qui se passe dans le monde du sport féminin, du hockey féminin. Puis il y a une grosse histoire qui est sortie cette semaine, notamment dans la presse. Une histoire de deck hockey-ball, des équipes, des filles qui ont complètement perdu leurs équipes, leur ligue. Toi, tu as parlé à une des joueuses, je me trompe pas. Avec Marie-Pierre Grégoire. Vous avez peut-être vu cette histoire-là passer parce que ça fait pas mal jaser en début de semaine. C'est la Ligue de hockey-ball au Richelieu, donc HBHR, qui a décidé d'enlever complètement sa catégorie féminine. Puis il faut dire qu'il y avait des équipes féminines, disons en 2023, il y avait une vingtaine d'équipes qui étaient réparties sur 5 catégories différentes. D'année en année, on a retiré des équipes, on a jumelé des catégories, donc il y avait de moins en moins d'équipes. Et là, finalement, les joueuses ont appris que pour la saison suivante, ben, pourront simplement pas jouer parce qu'il n'y a plus de catégorie féminine. Et en fait, c'est les raisons qu'on a données pour le retrait de la catégorie féminine qui fait sourciller, je pèse mes mots. Puis là, c'est ça, j'ai parlé avec Marie-Pierre Grégoire. Et j'ai tenté de parler avec HBHR. Je leur ai envoyé un message. Ils m'ont laissé sur vue. Donc, j'ai pas... Ils l'ont vu? Ils l'ont vu. Ils ont vu mon message. On vous dit qu'on a vu que vous avez vu le message. Oui, c'est ça. On le sait. Ils m'ont lag un vu en bon français. Pourquoi? C'est un truc de jeune. Non, mais vas-y. C'est un truc de jeune. Steph et moi, on est intéressés. On aimerait comprendre. Non, mais ils m'ont lag un vu. Lag un vu, c'est comme ghosté d'un vu, genre? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Ils m'ont laissé sur vue, dans le fond. Puis, lag un vu. Ah, OK. C'est sûr que si moi, je sais pas de quoi tu parles, genre qu'Alexis, il est dépassé. Mais non, mais les jeunes qui nous écoutent, ils savent. En tout cas, bref, j'ai essayé de leur parler. Puis donc, ce que je rapporte, évidemment, c'est ce que j'ai tiré de ma conversation avec Marie-Pierre et de ce que j'ai lu dans les articles. Mais en fait, la raison qu'on donnait, c'est que l'équipe féminine rapportait moins d'argent à la Ligue parce qu'elle consommait moins de bière que les équipes masculines. Ça me ferait, mais c'est sûr que c'est vrai qu'on rapporte moins d'argent. Potentiellement. Parce que, juste parenthèse, moi, je veux dire, j'ai toujours fait du sport de haut niveau, même des ligues de garage, là, de whatever. Puis je me souviens quand j'ai rencontré mon chum, puis qu'il allait jouer sa game de hockey, puis il buvait de la bière après, comme je comprenais pas. Tu viens tout d'annuler. Pourtant, j'en bois, là, mais tu viens tout d'annuler ce que tu viens de faire. Ça fait moins partie de la mentalité, on dirait, des équipes. Est-ce que c'est une bonne raison, par contre? Mais non, c'est une très mauvaise raison parce que si tu traites bien la femme, là, la maman, là, puis elle se sent bien, puis elle sent que ses enfants sont bienvenus. Mais tu sais, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire de l'argent. Elle va inscrire son petit gars, elle va inscrire sa petite fille, elle va acheter un chandail, elle va y acheter des pads. Donc, très mauvaise raison. Puis de toute façon, comme je parlais avec Marie-Pierre, elle me disait, là, elle, son équipe, c'est les assoiffés. Là, de la bière, ils en consommaient. Puis c'était pas nécessairement, mais en même temps, comme tu dis... Non, mais c'est juste que c'est un argument, je veux dire... Non, OK. Puis, en fait, même, elle m'expliquait là, que les plages horaires, de la manière qu'elles étaient déterminées, là, souvent, les femmes jouaient soit très, très tôt le soir ou très, très tard parce que la plage horaire la plus intéressante, à dire autour de 19h, était réservée pour les hommes pour pouvoir s'assurer qu'après leur match, là, eux autres, ils puissent aller boire de la bière au bar. Puis, c'est pas juste ça. En fait, elle m'a aussi expliqué que, évidemment, l'argument financier sortait beaucoup pour le retrait de la catégorie féminine, mais en même temps, puis là, je savais pas, mais comment ça fonctionne au hockey-ball, c'est que dans cette ligue-là, en tout cas, disons, le mardi, c'était les hommes, le mercredi, c'était le mix, puis le jeudi, c'était le féminin. Puis là, on a retiré des équipes, ce qui libérait des plages horaires. Donc, elles ont commencé à partager le jeudi avec des équipes masculines, une nouvelle ligue d'équipes masculines, mais cette nouvelle ligue-là jouait gratuitement. Donc, c'est sûr qu'après, l'argument financier, les joueuses de l'équipe l'avaient un peu de travers. Ouais. La manière que ça a été fait aussi, elle m'expliquait qu'elles n'ont pas eu elles ne se sont pas fait dire d'avance. En fait, elles sont arrivées pour s'inscrire pour la saison suivante. Puis au moment de l'inscription, il n'y avait juste plus de place. Il n'y avait pas l'option pour s'inscrire. Puis là, évidemment, par le temps qu'elles comprennent qu'il n'y avait pas, il allait pas avoir d'équipe cette année-là, elles ne pouvaient plus s'inscrire nulle part ailleurs. Tu sais, c'est un exemple, là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens, exemple, dans le monde du deck hockey, du hockey-ball, qui font un excellent travail. Moi, j'en connais, notamment sur la Rive-Sud, des ligues que
je veux dire, les femmes, il y a plein de ligues de différents niveaux pour les jeunes, pour les enfants, spécifiquement pour les petites filles. Donc, il y en a qui font un travail incroyable. C'est un sport quand même inclusif, le deck. Je trouve que ça, c'est quand même juste un exemple pour illustrer que... Du quotidien encore très présent, oui, du sport féminin. Il y a beaucoup qui a été fait. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Puis elle me parlait d'ailleurs du film Les Furies. Je sais que tu es allée le voir hier. Oui, excellent film, super divertissement. C'est un peu ça, en fait. C'est ça. Exactement l'idée. Puis elle m'a nommé ce film-là en me disant c'est parce que ça, là, c'est pas juste de la fiction. Là, ça arrive à plusieurs femmes. Ça arrive peut-être à des gens qui nous écoutent en ce moment. Puis elle a parlé d'ailleurs avec Gabrielle Côté, qui est la scénariste et l'actrice principale. Ouais. Puis pour dire, tu sais, comme c'est vraiment un enjeu qui vaut la peine d'être mis de l'avant, tu sais, donc... En tout cas, si vous n'avez pas vu le film, allez voir parce ça. Que c'est ça l'affaire. Elle voulait jouer au hockey, puis de place pour elle, donc elle se parte une équipe de roller derby. Oui, exact. Mais tu sais, c'est vrai qu'à différentes échelles, c'est quelque chose qui se passe. Toi qui gères le hockey mineur, le hockey féminin, tu dois être consciente encore de ces... c'est quoi, on dirait ça, ce manque d'opportunités? C'est une discrimination. Honnêtement, c'est une discrimination. Il y en a une, puis effectivement. Puis on en parlait un peu la semaine dernière de ces enjeux-là d'obtention d'heures de glace du côté féminin, puis que ça arrive. Comme tu dis, il y a certains endroits qui font vraiment un super travail. Puis il y en a d'autres que pour le hockey féminin, c'est quelque chose on the side. Puis les heures, j'imagine des parents et même des associations, puis des gens qui travaillent fort pour le hockey féminin qui nous écoutent puis qui font, c'est encore ça en 2025. Je reçois des heures dégueulasses où ils ont tout plugué les gars avant, puis après ça, ils nous donnent ce qui reste. C'est pas le cas partout. Non, mais il y en a qui font le bon travail. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Une situation, exemple, je te présente, que j'ai déjà vue. Donc, jusqu'au, c'est quoi, M9, ou je sais pas, exemple, c'est des demi-glaces. Ouais. Donc, tu as un match de filles puis un match de gars. Et là, tout à coup, il manque un arbitre. Donc, il y a seulement un arbitre qui se présente. D'après vous, là, l'arbitre, il va aller où? Mais au match de gars. Ils ont le même âge, là. Je veux dire, il n'y a pas de niveau, là. C'est pas du 3 élite, là. C'est pas ça on parle des jeunes qui apprennent à jouer. Fait que là, finalement, évidemment, je l'ai vu plus d'une fois. L'arbitre, il va aller du côté des petits gars. Puis là, du côté, c'est un père coach en jeans qui doit aller chercher ses patins puis qui finalement, il n'avait pas prévu. Le nombre de fois qu'un papa coach a été obligé d'aller arbitrer parce qu'il manque un arbitre, puis ça arrive. Déjà qu'il manque un arbitre, OK, mauvaise organisation, on a déjà vu ça. Ou quelqu'un de malade. Mais pourquoi, d'emblée, c'est le petit gars que l'arbitre plutôt que la petite fille? C'est encore inculqué dans la tête de bien des gens. La culture sportive, la culture du hockey, mais la culture sportive en général, il y a assurément des avancées, mais on n'est pas au bout de nos peines de continuer à, certains vont dire peut-être d'être fatigante à ramener tout le temps ça, mais c'est ça la réalité. Moi, évidemment, je le vis avec mes collègues de façon presque quotidienne. C'est encore une réalité. C'est pas vrai qu'on est à l'équité. On n'est même pas proche d'avoir l'équité. C'est sûr que le bassin féminin est moins grand que le bassin masculin, donc ça crée des enjeux, mais on est encore très loin de l'équité sur l'accessibilité des plateaux. Et ça revient beaucoup aux villes, je dois dire, parce que beaucoup d'arénas appartiennent aux municipalités et il y a un travail énorme à faire au niveau de l'opportunité de l'accessibilité des plateaux de façon générale, mais disons qu'on parle de hockey au niveau des arénas, puis on n'est pas en surplus d'arénas au Québec non plus. Là. Non, puis vraiment ce que j'ai lu aussi, qu'il y a un argument qui était donné, c'était l'offre et la demande, puis qu'il y avait beaucoup moins de demandes du côté du hockey-ball féminin. Puis en même temps, après ça, je lisais que selon l'Association des joueurs de hockey-ball en Amérique du Nord, c'est très populaire. C'est très populaire au niveau féminin. Alors, des fois, j'ai l'impression qu'on se base peut-être sur des données qui... Mais de toute façon, la comparaison... Oui, c'est ça. Puis la comparaison, OK, mais donne ce que tu as donné. Donne ce que tu as donné. Ça peut être un ratio. Donc, si un gars a le droit à 1 heure de hockey-ball, une fille a le droit à 1 heure de hockey-ball. Tu as 20 gars, tu as 20 heures de hockey-ball. Tu as 10 filles, tu as 10 heures de hockey-ball. C'est un ratio qui est... Tu sais, quand on parle d'équité, là, c'est l'équité dans l'opportunité. C'est pas 50-50. C'est pas le 50-50. On parle pas d'une parité. Hommes-femmes, là, ils disent les athlètes féminines veulent un salaire plus élevé. Puis là, les gens sortent, mais là, ils rapportent moins d'argent que les gars.
Non, on demande pas. Ils veulent pas être payés 12,5 millions comme les joueurs de la NHL. Elles veulent juste avoir un ratio qui est équitable. Ouais, exact. Être payé à la hauteur. Puis l'aspect financier revient toujours qu'on entend, ça fonctionne pas puis ça rapporte pas. Oui. Ça commence à rapporter. Premièrement, les chiffres sortent. Là. Oui, c'est sûr que la victoire de Montréal rapporte moins que le Canadien de Montréal. On a comme du rattrapage à faire. Mais je veux dire, juste regarder sur la planète, là, à quel point il y a des hommes et des femmes d'affaires là, qui ont investi dans des grandes compagnies puis qui ont eu du succès, qui choisissent d'investir spécifiquement dans des équipes de la NWSL ou de la WNBA. Oui. Parce que, c'est un projet de société. Absolument. Deux, ça fait partie de tes valeurs, mais aussi parce qu'ils voient une opportunité d'affaires, puis les chiffres le prouvent. Puis en investissant dans le professionnel féminin, après ça, tu investis dans l'amateur aussi. Comme Marie-Pierre me disait, maintenant, avec la montée de la victoire de la LPHF, les filles, mettons qu'ils ne savent pas patiner et qu'elles veulent jouer au hockey, elles veulent s'identifier à ce qu'elles voient sur la glace, le hockey-ball, par exemple, c'est une super solution. Ça coûte pas cher. Tu n'as pas besoin de savoir patiner. L'équipement, c'est pas tant que ça. Donc, c'est pas un problème dans le sens qu'il ne va pas avoir moins de femmes. Là. Au contraire, là, ça augmente. Ça augmente. D'ailleurs, au hockey, de façon générale, l'augmentation est plus importante chez les filles que chez les garçons. Donc, des fois, on entend, les gars vont perdre des heures de glace. Ouais, mais les filles, ils en ont toujours eu, de façon générale, moins. Fait qu'on peut-tu juste... Encore là, on parle d'équité, on parle de ratio, puis on le sait, là, on les a, les chiffres. Là, souvent, on est en bas, les ratios sont plus bas chez les filles versus les garçons. Donc ça, c'est un enjeu. Puis en même temps, on le sait que les filles, là, je parle vraiment des plus jeunes, les filles qui font du sport réussissent mieux à l'école, réussissent mieux professionnellement. Puis on sait à quel point... les filles abandonnent le sport beaucoup plus jeunes et beaucoup plus et de façon plus permanente que les garçons. Donc, il faut avoir cette image-là. Il faut avoir les opportunités. C'est l'opportunité qui doit être équitable. S'il y a 70 000 garçons qui jouent au hockey puis on a 9 000 filles, on ne peut pas avoir le même nombre total, mais on peut avoir le même ratio. Ouais. On se doit, à vrai dire, d'avoir... Parce que sinon, on continue d'être dans un système où, au quotidien, on accepte une discrimination de 51 de la population. Puis en même temps, on le voit, les jeunes filles, puis les jeunes filles jouent, puis ça peut attirer leur mère à devenir coach, à s'impliquer. Puis dans notre cas, on le sait, la culture du hockey n'est pas la meilleure. Hein? On n'a pas la culture sportive et des fois, on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, d'améliorer cette culture-là par avoir un peu plus de représentation dans les athlètes, dans les intervenants, les intervenantes, c'est assurément une des bonnes choses. Puis là, j'ai l'impression de faire un pitch pour ma job de jour. Bien, c'est excellent. Mais c'est ça. Mais c'est quand même ça auquel on est confronté. Donc, tu sais, on entend encore, nous autres, des fois, mais tu sais, eux autres, cette gang-là, tu sais, le hockey féminin, ça les intéresse pas tant. Mais... Ceux qui disent, puis ceux qui parlent uniquement de l'aspect financier, là, je terminerai en disant, si vous cherchez une opportunité d'affaires, allez faire un tour à la Place Belle. Là. Oui. Il y a déjà des études qui ont été faites. La LPHF a fait son travail, puis elle a dit, OK, si on veut miser, on veut cibler les familles, on veut cibler, mettons, pas juste ça, mais des mamans, regardez le nombre. Tout le monde a un chandail de la victoire. La merch se vend de la victoire de Montréal comme ça se peut pas. Donc, je pense, petit garçon, papa, qu'il y a de maman. l'argent aussi à faire là, si c'est ça votre objectif. Ouais. Bref, je pense qu'on va reparler de ce sujet-là, un sujet qui vient nous toucher. Puis, si vous avez des exemples de ce type de situation-là, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez à Ophélia sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire personnellement, ça va faire plaisir, mais sur à chaque fois, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, est-ce que j'en oublie? Jacques-Alexis dit Snapchat. Non, on n'est pas sur Snapchat. Écrivez-nous pas, cherchez-nous pas sur Snapchat, on n'est pas là. Mais c'est vrai parce qu'il y a probablement plusieurs personnes qui sont touchées par ce genre d'histoire-là, parce que ça arrive trop souvent. Donc, pour vrai, n'hésitez pas à nous témoigner, à nous envoyer vos témoignages, soit que ça peut être en message privé, mais ça peut aussi être en commentaire. Ça nous fait plaisir de vous lire. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, un autre épisode. Là, cette fois-là, on va être 4. Roselyne sera de retour. Oui! Roselyne is back.